Madame la Présidente, Excellences, honorables délégués, chers participants, chers collègues, bonjour. Le thème de la journée d'aujourd'hui sera le renforcement des systèmes de justice. Nous avons entendu hier d'excellentes présentations sur les standards internationaux de la justice juvénile face à la pluralité des systèmes de justice, qu'ils soient formels ou informels, et nous avons parlé également de la prévention de la violence et de la délinquance chez les jeunes. Ces présentations nous ont permis d'apercevoir les défis et les contraintes auxquels font face ces systèmes, tout en nous confirmant qu'ils sont compatibles avec ces normes internationales et que lorsque l'intégration n'est pas complète, celle-ci doit faire l'objet d'une conquête. Le thème d'aujourd'hui va justement nous permettre d'aller plus loin dans cette réflexion, puisque nous allons nous intéresser à la traduction des normes et des standards internationaux dans les législations nationales et la réforme des systèmes. Nous allons commencer ce matin par des présentations d'experts de 9h à 10h20, suivies de présentations par pays de 10h50 à 12h10. Nous aurons ensuite des tables rondes d'experts de 12h10 à 13h. Donc toutes ces interventions auront lieu dans la salle 1, cette salle. Nous aurons ensuite la chance d'avoir une présentation sur le projet Kaikaya de 13h45 à 14h30. Elle aura lieu en salle 2. Suivront ensuite, après la pause déjeuner à 14h30, de 14h30 à 16h30, les ateliers. Alors nous aurons 6 ateliers. L'atelier numéro 3 sur la justice juvénile et la réforme des systèmes dans la salle 2. La protection des enfants victimes et survivants et les témoins dans la salle 1, les relations entre la justice juvénile et les enfants migrants en salle 3, la collecte des données et l'utilisation des statistiques en salle 4, la sensibilisation du public, de l'opinion publique et sur les principes et la pratique de la justice juvénile en salle 18, et puis l'atelier numéro 8 sur l'approche genre en relation avec la justice juvénile dans les salles 5 et 6. Suivront ensuite donc un side event du Child Right Information Network en salle 2 de 16h45 à 18h. Puis il y aura une projection du film Petekoi la Película en salle 2 de 18h à 19h50. Et enfin, la longue journée, se terminera par un side event des juges de Genève et des professionnels de la justice de Genève qui viendront vous parler de la justice juvénile dans la région de Genève. Cette présentation aura lieu uniquement en français et se déroulera en salle 2. Je tiens aussi à rappeler à nos participants qu'ils ont la possibilité de participer à des interviews pour partager le message que vous avez apporté donc aux autres participants et sur Internet. Donc je vous invite vraiment à aller vous inscrire au centre d'information qui se trouve dans le hall principal pour pouvoir trouver un créneau pour pouvoir faire ces interviews. Les interviews se déroulent dans la salle 13 au 2e étage. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a un site Internet pour le Congrès mondial, c'est jj2015.ch, sur lequel vous trouverez les présentations et les interventions de tous les intervenants qui sont venus, et je rappelle aux intervenants qu'il faut bien qu'ils remettent leurs présentations et leurs discours à nos équipes techniques avant ou après leur présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Good morning, Your Excellencies and friends. I've been working with Bernard and the thematic committee on this World Congress for 2.5 years, and it is just amazing to see all of you here today.
It is ironical that I should be chairing this session on strengthening of juvenile justice systems when I and my colleagues in India are fighting to save the juvenile justice law from being weakened. Since there's going to be no speakers from India in the plenary sessions, I thought I would just introduce my chair and the prerogative of being the chair to just introduce a little bit about India. In India, we have a model of juvenile justice that addresses both categories of children, those in need of care and protection and hence vulnerable to falling into conflict with law, and those who are in conflict with law. Hence, it includes both preventive and curative provisions. The emphasis, as it should be, is on the child and not the offense, something that has been discussed a lot yesterday. But that is going to change if the law changes and provisions for waiving children into in the 16 to 18 years age group into the adult system in what will be now categorized as serious offenses is introduced into the law. Despite some gaps, it is one of the most progressive laws in the world in its enactment. Of course, implementation is another story. Increasingly, I am finding that human rights of one group of people is being pitted against the human rights of another group of people, and that is at multiple levels. In the current debate in India, for example, the safety of women is being posited against child rights or the rights of children who have offended. We must be able to guarantee both, and therein lies the challenge, and I hope the speakers today will address that. Dr. Julie Sloat-Nielsen had said in her speech yesterday that the demerit of system-strengthening approach is what it detracts from the JJ as it leaves the judiciary out. Am I got it right, Julie? How then do we address the whole issue of system strengthening and strengthening the judiciary? I hope the speakers will speak to that too. So this morning's session, therefore, is aimed at, 1, setting the legal standard, elaborating and improving juvenile justice laws and procedures, addressing the judicial guarantees and ensuring that the rights of the child to be heard at all stages of the system, exploring the range of options for diversion and non-custodial measures, strengthening the system through capacity building by examining the content and methodology, but not to forget, as someone said yesterday, I think it was Regina, that we cannot do any of this without a commitment to adequate resources, financial and personnel. And as Regina Jen's daughter said yesterday, lack of budget cannot be excuse for a discount on rights. JJ system cannot be strengthened without it. So I now will call upon its very august speakers, whom I call my gurus, and I'm very nervous because they are my gurus, many of them. And in India, guru means like you really look up to them. So there's Jean and there's Renate, and I've been given this really difficult task of chairing them. So to the speakers, I will say, we have started late. We're 10 minutes late in starting. You have 20 minutes. But after 15, I will start making strange noises because I cannot be sharp and rude to my gurus. But I do have these sort of notes that I will pass to you. I don't have a red card, but I will start doing that after 15 minutes. So to begin with, I call upon Bernardo Sadelman, Vice Director of the Federal Office of the Justice and Head of the Criminal Law Division since 2004 in Switzerland. He will speak to the questions of how can we encourage legislative and procedural reform, how can we mobilize civil society and gain public support, especially for reintegration. The floor is yours. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous présenter ici le droit pénal suisse des mineurs. J'espère pouvoir partager avec vous des expériences utiles. Je commencerai par vous présenter brièvement les structures politiques suisses et la genèse du droit en vigueur. Puis je m'attarderai sur les particularités du droit pénal et procédural. Et enfin, j'aborderai aussi quelques problèmes actuels.
Tout d'abord, le système fédéral suisse. La Suisse est un État fédéral qui compte 3 échelons. Les communes, au nombre de 2352, elles constituent la plus petite entité politique. Elles se répartissent sur 26 cantons qui ont chacun leur propre parlement en pouvoir législatif, leur propre gouvernement, donc en pouvoir exécutif, et aussi leurs propres tribunaux, le pouvoir judiciaire. La Constitution fédérale définit les tâches imparties à la Confédération et au canton. Elle attribue à la Confédération, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, la compétence d'élaborer la législation relevant du droit pénal, y compris du droit pénal des mineurs, et la procédure pénale, y compris la procédure pénale applicable aux mineurs. Les cantons, par contre, sont, quant à eux, responsables de la poursuite pénale, des questions juridictionnelles, y compris l'organisation des autorités et de l'exécution des peines et des mesures. Le premier code pénal suisse est entré en vigueur en 1942. Dans ce code, quelques articles comportaient des dispositions spécifiques visant les mineurs. Donc c'était un code pénal pour les adultes. Le code pénal des adultes était centré sur la faute, c'est-à-dire que le type et la sévérité de la peine dépendaient de la gravité des faits. Le droit pénal applicable aux mineurs était quant à lui déjà à cette époque-là centré sur l'auteur pour des motifs éducatifs. Cela signifie que la réaction de la justice aux infractions commises par des mineurs était fonction de la personnalité de l'auteur et de ses besoins. Le code pénal distinguait pour ce faire les mineurs menacés dans leur développement de ceux qui ne l'étaient pas. Les premiers devaient faire l'objet de mesures éducatives, les seconds étaient punis. Ce droit centré sur l'auteur, dans l'esprit d'un monisme législatif, était conçu de telle manière que le juge ne pouvait prononcer que des peines pour les mineurs non menacés ou des mesures pour les mineurs qui étaient menacés dans leur développement. Quant à la responsabilité pénale, le seuil de l'intervention pénale était fixé initialement à l'âge de 6 ans et relevé à 7 ans lors d'une révision partielle de la loi en 1971. Au cours des premières décennies d'application de cette loi, le droit pénal des mineurs a déployé des effets positifs sur les mineurs de la catégorie de ceux qui n'avaient pas besoin de mesures éducatives. L'utilisation de moyens tels que réprimandes, heures de retenue ou amendes constituait autant d'avertissements bienfaiteurs. Pour l'autre catégorie de mineurs, donc ceux qui avaient besoin de mesures éducatives, l'approche visant à encourager les jeunes par des mesures éducatives était également considérée comme fructueuse, notamment lorsqu'ils bénéficiaient d'un soutien éducatif dans le cadre de leur famille. Lorsque des mesures stationnaires étaient par contre ordonnées, les institutions nécessaires faisaient fréquemment défaut ou avaient souvent une conception fondée sur la pure discipline. On reprochait aux foyers éducatifs des méthodes d'éducation rudes, comprenant des châtiments corporels, des mises à l'isolement, des privations alimentaires et la tonte totale de cheveux. On parle des années 80. Cette situation a donné lieu à une réforme complète des foyers. Certains établissements ont fermé leurs portes, d'autres ont été transformés de fond en comble, dotés de ressources en personnel supplémentaires, y compris de personnes formées à la pédagogie sociale et incitées à utiliser des méthodes pédagogiques appropriées. Voilà en tout bref détour par l'exécution des mesures pour vous montrer que de bonnes bases légales ne valent pas grand-chose s'il n'existe pas les instruments adéquats pour les appliquer. Dans les années 80 a débuté une révision totale de la partie générale du Code pénal suisse, donc du Code pénal des adultes, dont faisait partie aussi le droit pénal des mineurs. L'élément principal de cette révision du droit pénal était la réorganisation du système des sanctions pour les adultes, qui devait contribuer de manière plus efficace à la protection de la société.
Pendant ces travaux, il a été d'emblée clair que le droit pénal des mineurs devait désormais figurer dans une loi idoine, comme c'est le cas dans de nombreux autres États. Cette séparation nette d'avec le droit pénal des adultes se justifiait aussi par le caractère très différent des dispositions relatives aux mineurs qui sont plus proches du droit civil que du droit pénal. D'un autre côté, le système moniste avait fait l'objet de critiques sévères en raison de la séparation stricte entre peine et mesure. Lorsqu'une mesure échouait, il était impossible de prononcer ensuite une peine. En outre, la peine maximale d'1 an d'emprisonnement posait problème dans les rares cas de violence grave. Un premier projet de loi élaboré entre 1983 et 1986 était d'abord centré davantage sur le fait que sur l'auteur et proposait d'indexer la peine sur la gravité de l'acte, comme c'est le cas dans le droit pénal des adultes. Les consultations sur ce projet de loi ont suscité de nombreuses oppositions, basées essentiellement sur le fait que les principes régissant les règles en vigueur avaient fait leurs preuves et qu'il fallait maintenir le droit centré sur l'auteur. Finalement, le changement majeur du projet a consisté à consacrer le principe du dualisme vicariant et à faire passer la peine privative de liberté maximale pour les crimes graves d'1 an à 4 ans. Le nouveau droit pénal des mineurs a été adopté par le Parlement en 2003 et est entré en vigueur en 2007. J'aimerais maintenant entrer un peu dans le détail de ce droit pénal des mineurs en insistant surtout sur la focalisation sur l'auteur. Donc la Suisse continue à appliquer un modèle axé sur l'éducation dans lequel les buts de prévention spéciale dominent. Cela veut dire qu'il faut empêcher les délinquants mineurs de commettre de nouvelles infractions en leur infligeant des peines adaptées à leur âge et en les soumettant à des mesures éducatives et thérapeutiques. Les sanctions adoptées dépendent ainsi principalement des besoins personnels de l'enfant ou de l'adolescent concerné et non de la gravité de son acte ou de sa faute. En deuxième lieu, il s'agit d'un droit pénal spécial qui ne s'applique qu'aux enfants et aux adolescents qui ont commis des infractions entre 10 ans et 18 ans, soit un groupe d'auteurs délimité en fonction de l'âge. Troisièmement, le système dualiste vicariant permet de prononcer à la fois des peines et des mesures. Lorsque le juge ordonne une mesure à l'encontre d'un mineur, il doit aussi lui infliger une peine s'il a commis une faute. La peine, par contre, est ajournée, donc suspendue, pour permettre tout d'abord à la mesure de déployer ses effets. Les mesures de prévention ont la primauté. Cela signifie que si un mineur est considéré comme menacé dans son développement, le juge prononce en priorité une mesure de protection. Si une mesure institutionnelle échoue, le temps passé à subir la mesure est déduit de la durée de la peine privative de liberté. Les mesures de protection peuvent être ambulatoires, par exemple en suivi personnel par un travailleur social ou une thérapie, ou institutionnelles, par exemple l'assignation à un foyer éducatif. Les peines vont de la réprimande à la privation de liberté en passant par la prestation personnelle et l'amende. Mais la privation de liberté n'est pas équivalente à celle des adultes. Lors de l'exécution de la privation de liberté, les buts éducatifs restent prioritaires. Il s'agit d'encourager là aussi les mineurs par des mesures d'éducation. Vous aurez peut-être été étonné d'apprendre que la responsabilité pénale débute en Suisse à l'âge de 10 ans, dans ce nouveau droit. Donc on est passé de 6 à 7 à 10 ans. C'est effectivement un jeune âge, en comparaison internationale. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons, aussi le Comité pour les droits des enfants. Mais je tiens à préciser que les peines sont échelonnées en fonction de l'âge. 5 minutes. Les peines
pécuniaire, donc l'amende et les peines privatives de liberté, ne sont applicables qu'à partir de l'âge de 15 ans. Les peines privatives de liberté de plus d'1 an ne le sont qu'à partir de 16 ans et seulement pour certaines infractions graves. Au demeurant, ce système permet de prendre en charge relativement tôt des mineurs ayant commis des infractions, menacés dans leur développement et nécessitant une prise en charge éducative. Ce nouveau droit a fait l'objet d'une première évaluation en 2013. Cette évaluation a confirmé l'applicabilité et l'efficacité de la loi. Le principe de dualisme qui a sorti une peine privative de liberté et mesures institutionnelles pose cependant quelques problèmes. Alors que pour les adultes, ces deux sanctions sont aussi lourdes l'une que l'autre, pour les mineurs, la peine est toujours nettement plus courte que la mesure. Certains jeunes, donc, en le sachant, s'emploient à écourter la durée de leur sanction. Par un comportement inacceptable, ils essayent de provoquer l'abandon de la mesure de protection, car ils savent que la durée, donc la levée de la mesure, entraîne le passage à l'exécution de la peine qui est beaucoup plus courte. Les établissements d'éducation ont donc là un défi qu'ils doivent affronter. Dans le cadre de cette évaluation, on a aussi remarqué que les mesures institutionnelles qui doivent prendre fin à l'âge de 22 ans ne sont des fois pas suffisantes, ce qui fait qu'un projet de loi a été lancé pour faire passer cette limite d'âge à 25 ans. Et finalement, l'évaluation a révélé une autre problématique à laquelle il faut accorder une attention toute particulière. C'est celle de la communication. Afin que le droit pénal des mineurs puisse remplir efficacement son rôle préventif, il est crucial que la communication soit intensive, adaptée aux besoins des différents interlocuteurs et surtout qu'elle favorise la clarté. Donc les efforts doivent être faits à 3 niveaux, le prévenu et ses proches, la victime et les parties lésées, et aussi le public qui ne comprend souvent pas les jugements qui sont prononcés. J'aimerais maintenant aborder rapidement notre procédure pénale des mineurs. La poursuite pénale et la jurisprudence ont évolué différemment selon les cantons depuis l'inscription de ces premières dispositions dans le Code pénal de 1942. Chaque canton avait établi sa propre procédure pénale des mineurs. Il y avait 2 modèles qui dominaient, un modèle avec un juge des mineurs, principalement en Suisse latine, et un modèle du procureur des mineurs, principalement en Suisse alémanique. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs est entrée en vigueur en 2007. Cette loi comportait des dispositions, donc la loi antérieure comportait des dispositions élémentaires sur la procédure et l'exécution. Une règle interdisait par exemple d'isoler les jeunes d'autres jeunes pendant plus de 7 jours. La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, adoptée en 2009 et entrée en vigueur en 2011, réunit maintenant toutes les règles de procédure et toutes les lois cantonales ont été abrogées. Quelques particularités. La loi consacre la séparation stricte des autorités d'enquête et des autorités judiciaires consacrées aux adultes et aux mineurs. Les cantons continuent de régir l'organisation des autorités. Une particularité que nous avons, c'est celle qu'on a gardé les 2 modèles dont j'ai parlé avant. Chaque canton continue à déterminer s'il veut appliquer le modèle du juge des mineurs ou celui du procureur des mineurs. Le modèle du juge des mineurs, celui-ci est compétent dès l'ouverture de la poursuite pénale, il dirige l'instruction et juge les cas légers. Si des sanctions lourdes sont à prévoir, le tribunal pénal des mineurs juge en collège et le juge des mineurs en est membre. Selon le modèle du procureur des mineurs, c'est le parquet des mineurs qui dirige l'instruction. Les procureurs des mineurs décident des sanctions légères qui forment l'essentiel des sanctions. Le tribunal pénal des mineurs entre en jeu lorsqu'une sanction lourde est demandée et le parquet des mineurs y engage et soutient l'accusation. Ces 2 modèles sont parfois critiqués dans la doctrine.
L'imbrication des compétences violerait pour certains le droit de voir la cause tranchée par un juge impartial et indépendant. D'autres soulignent au contraire que la combinaison de ces deux modèles est favorable aux mineurs, car elle permet de traiter et de classer les nombreux cas de moindre gravité dans les plus courts délais. La loi prévoit d'ailleurs que le prévenu mineur peut demander sans motivation que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Les deux modèles semblent, en tout cas, très bien fonctionner en pratique, comme l'indique le fait qu'il y a très peu de recours. La procédure pénale applicable aux mineurs impose une défense aux mineurs qui encourent certaines sanctions, par exemple une peine privative de liberté ou en placement. S'ils ne sont pas à même de financer eux-mêmes un avocat est commis d'office. La pratique a montré que la défense en droit pénal des mineurs nécessite de comprendre les objectifs éducatifs. C'est pourquoi les possibilités de formation et de formation continue en droit pénal des mineurs proposées aux avocats se multiplient actuellement en Suisse. Le principe de non-publicité est une autre particularité de la procédure pénale. Les audiences se déroulent en règle générale à huis clos pour épargner les jeunes et leurs familles et éviter de les exposer et de les stigmatiser. La loi contient également de nouveaux moyens tels que la médiation ou la réparation pour éviter la procédure pénale. Des évaluations montraient que les coûts d'une médiation n'étaient pas plus élevés que les frais de procès, environ 600 francs suisses par affaire, et que les victimes étaient souvent plus satisfaites de l'issue de l'affaire en cas de médiation. Il faut souligner encore que la loi permet de déléguer l'exécution des peines, donc l'exécution des peines et des mesures, à des institutions gérées par des prestataires privés. Celles-ci côtoient les institutions publiques. Les possibilités de traitement institutionnel sont par conséquent très vastes et spécialisées. Elles sont souvent soutenues financièrement par la Confédération qui veille ainsi à garantir un standard élevé de formation professionnelle. En conclusion, tout d'abord, un constat positif. La Suisse poursuit depuis des décennies une approche éducative cohérente dans son droit pénal des mineurs. Le droit pénal centré sur l'auteur a fait la preuve de son efficacité, tant pour les jeunes qui doivent passer par des mesures que pour ceux qui ne sont pas menacés dans leur développement. On le voit entre autres à l'échelle des condamnations puisque seul un tiers des jeunes récidivent, une proportion très faible en comparaison internationale. En ce qui concerne les éléments critiques, l'augmentation de la peine maximale d'1 an à 4 ans de privation de liberté a semblé à certains, au premier abord, avoir été un bond disproportionné. Mais en pratique, il n'y a eu, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, que 3 à 6 condamnations par année à une peine de plus d'1 an. Dans la mesure où ces peines privatives de liberté sont ajournées pour laisser place à une mesure éducative institutionnelle, l'ensemble des jeunes concernés se trouvent actuellement dans un tel établissement éducatif. Dans le domaine de la procédure, le maintien de 2 modèles d'organisation des autorités de poursuite pénale s'est révélé moins problématique que prévu par certains critiques. Les 2 modèles fonctionnent très bien en pratique et cette solution a permis de tenir compte aussi des particularités culturelles des cantons. J'ai aussi abordé les soucis liés au système dualiste qui oblige à réduire la durée de la mesure de la durée de la peine privative de liberté. Là aussi, que pourra faire le législateur pour y remédier? Est-il envisageable de donner la possibilité au juge de prononcer des mesures sans peine? La question constitue déjà un défi pour les praticiens et à l'avenir peut-être aussi pour le législateur. J'arrive à la fin. Depuis son entrée en vigueur, et c'est important, le droit pénal des mineurs a souvent été critiqué en Suisse, dans les médias et par des politiciens comme trop peu sévère et comme trop coûteux. Certains demandent de remplacer les motivations éducatives par une approche plus répressive. D'autres réclament que le droit pénal des adultes soit applicable aux mineurs, qu'on abaisse l'âge à partir duquel on peut être condamné à une peine privative de liberté ou encore qu'on prolonge la durée maximale des peines privatives de liberté. Les interventions parlementaires déposées dans ce sens n'ont pas jusqu'ici réuni de majorité. Les spécialistes sont cependant unanimes sur le fait
qu'un simple durcissement des sanctions ne déploie d'effets positifs ni en termes de prévention générale ni en termes de prévention spéciale. Il faut toutefois rappeler ici à quel point il est important d'écouter le besoin de sécurité qui s'exprime au sein de notre société. Et il faut répondre à l'échelon national par plus d'informations quant aux mécanismes et aux objectifs du droit pénal des mineurs et adapter ces informations à chaque groupe cible. D'où l'importance aussi de ce congrès, d'un congrès comme celui-ci. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Mr. Stadelman. I'm sorry I was pushing you. It's interesting that you should be facing the same debate about how do we ensure societal security and at the same time look at children's rights and keep that standards going. I will now request Dr. Atilio Alvarez to take the floor. He is a defense lawyer from the Office of the Prosecutor General in Argentina, and he will be addressing us on the need for judicial guarantees and to how we can ensure that children have a right to be heard in all stages of the juvenile justice system. The floor is yours. Bonjour, mesdames, messieurs. Les agradezco la oportunidad de reflexionar con ustedes y sobre todo de compartir la mesa con tan distinguidos colegas, amigos de años de transitar estos caminos de los derechos de los niños. Y agradezco especialmente a los organizadores la oportunidad de hablar de estos temas en Ginebra. Ginebra, la capital de los derechos humanos. Ginebra, la sede de la primera Declaración de Derechos del Niño. La humanidad debe a los niños lo mejor de sí misma. Y entre tantas otras cosas, Ginebra, el lugar de pensamiento y de vida de un hombre que nos ilumina en este caminar progresivo en la responsabilidad de los niños. Me estoy refiriendo a Jean Piaget, que comienza sus estudios sobre los caracoles del lago de Ginebra, de modo tal que si caminan y pisan un caracol, por favor respétenlo, porque fue el primer motivo de estudio de Jean Piaget, y sigue con los niños y nos enseña que hay una génesis del desarrollo del pensamiento y del espíritu del niño. Cuando me formaba para joven maestro de grado, mi primer oficio, medio siglo A, leíamos Genèse du nombre chez l'enfant, la génesis del pensamiento en cuanto al número en el niño. Entre otras cosas de Piaget, era nuevo en ese momento. Nosotros, caminadores de este tema de derecho de los niños, estamos llamados a proseguir el pensamiento en la génesis de la responsabilidad de los niños por sus actos ante la sociedad. Y así como Piaget, universalmente reconocido, nos enseña que todo el pensamiento va de lo concreto a lo abstracto, en un largo y lento camino con etapas de transición, también la responsabilidad de los niños va desde la conciencia de la transgresión concreta en un acto concreto a una persona concreta y recién después, muy lentamente, llega en adultez a la idea de la transgresión a la ley, relación abstracta si las hay. Toda la esencia del derecho juvenil radica en la admisión de este camino progresivo de asunción de responsabilidades, no de irresponsabilidad, sino de grados y modos de comprender la consecuencia de los actos, y grados y modos de responder y de reparar. Quien no admite esta progresividad tratará a los niños como adultos chicos, limitará la respuesta
atenuará el castigo, pero no distinguirá el grado profundo de responsabilidad y la naturaleza distinta de la respuesta social. Esto es lo que nos señalaba nuestro amigo Michael Corriero el primer día. El niño no es un adulto chico, nos decía Piaget. No basta con colocar un banquillo para que pueda llegar a la barandilla de los acusados, como pasó en el juzgamiento del caso Bulger en Reino Unido. No se trata de pena y penita, pena y pena más chica, sino de naturaleza diferente de la responsabilidad y naturaleza diferente de la respuesta social. Pero me han pedido que reflexionara con ustedes sobre el tema de las garantías del niño, porque sostener que el niño tiene conciencia del acto concreto y del daño concreto a persona determinada y no de la violación abstracta al orden legal, no significa que no deba tener garantías frente a toda intervención social, judicial o no, porque las garantías del niño no dependen del grado de respuesta del orden estatal, sino dependen de su propia naturaleza de persona humana, de sus propios derechos humanos y de su propia dignidad. Lo que yo voy a proponerles para la discusión es que las garantías son esenciales en la relación del niño frente a su incipiente responsabilidad y no exclusivas del proceso penal formal. O sea que siempre debe haber garantías para el niño. Y no lo digo porque sí, lo digo basándome en la observación general número 10, uno de cuyos redactores está aquí con nosotros, que ha aclarado profundamente esta cuestión. El tema de las garantías es tan grave y tan esencial que el anterior sistema de justicia juvenil, el sistema tutelarista, nacido en el derecho anglosajón y proyectado hacia todo el mundo en el siglo XX, entró en crisis justamente por la ausencia de garantías. No entró en crisis ni por lo interdisciplinario, ni entró en crisis por la gravedad de las respuestas, ni por las edades de incriminación, ni por el monto de las medidas, sino que el famoso caso Gold, que marcó la inconstitucionalidad de los sistemas tutelares, se basó en la falta de garantía y en la falta de principio de legalidad de una corte juvenil respecto de aquel jovencito de Arizona, Jerry Gold, en un caso de acoso telefónico a una vecina. No fue un tema ni de pena de muerte, ni un tema de monto de la pena. No fue un tema de edades, fue un tema de falta de garantías. Y nuestra generación, hay gente mucho más joven, pero la generación mía, la que peina canas, es en realidad la que vive el epígono, la proyección del caso Gold. Y es por eso que una de las más fuertes innovaciones que trae la Convención es en el artículo 40 la enumeración precisa de las garantías judiciales, las garantías de debido proceso respecto de todo niño. No es la única, por supuesto, pero es uno de los aportes más firmes que hay. Y nos podríamos quedar en la enumeración de esas garantías. La doy por hecha, está en el texto. Congreso puede ser el momento para reiterar lo por todos aceptado, puede ser el momento para sacar conclusiones y avanzar respecto del consenso común, o puede también ser el momento de plantear pensamientos más críticos y pensamientos que proyecten para las futuras legislaciones. Venía pensando, en mi demorada llegada, que una
novela de los 80 de una autora norteamericana, Jana Well, de origen finlandés, ambientada en la prehistoria. Nos enseña mucho respecto de posibilidades, incluso de la adopción y de la organización familiar. Colocaba una pequeña niña, Cromañón, Eila, en un clan que solamente, al estilo del hombre primitivo, podía contar hasta 3. Cuando en arqueología vemos una piedra tallada, vemos que tiene 3 golpes. 1, 2, 3. Y esto estaba bien. El hombre sabio, el chamán del grupo, podía contar 1, 2, 3, 4, 5. Y era el sabio. Y esta niñita de 5 o 6 años lo imita y dice 1, 2, 3, 4, 5, y 5, y 5, y 5. Y ya había otro estallido de pensamiento. Las 3 cosas son ciertas, pero cada una es mejor que la otra. Entonces, pensemos cómo la misma convención nos dice que la garantía no es solo exclusiva del proceso penal. Quiere decir, la garantía no está atada necesariamente a la acusación fiscal. ¿Cuándo dice eso la convención? En un artículo que suelo llamar el artículo olvidado, el artículo menos cumplido, que es el 40, parágrafo 3, B. Siempre que sea apropiado y deseable, deberá recurrirse a medidas no judiciales, etcétera, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. Esa frase, respeto a los derechos humanos y garantías legales, aun cuando se quita del proceso penal, de responsabilidad penal juvenil, es la llave de apertura al pensamiento que universaliza las garantías y no las ata exclusivamente como respuesta o condición de la acusación. Y con particular acierto, y no era menos esperar sabiendo quiénes lo redactaron, la observación general número 10 insiste una y otra vez, redunda sobre este tema. Y no redunda por defecto de redacción, sino por intención consciente de reafirmación. Cuando habla la observación de los elementos básicos de una política general, menciona la prevención y menciona las intervenciones. En el punto 22 de la observación número 10, retoma el texto de la Convención y da una profundización interesantísima. Dice, el Comité recuerda a los Estados partes que deben tener sumo cuidado en velar porque se respeten plenamente y protejan, esto es lo que agrega, los derechos humanos del niño y sus garantías legales. Sumo cuidado en las garantías legales. Y entonces comienza a ver, a partir del parágrafo 24, las intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales. Si estuviéramos 100 años atrás, 80 años atrás, 60 años atrás, diríamos, pero ¿para qué garantías si no hay procedimiento judicial? Si ni siquiera en el procedimiento judicial necesita garantías el niño. Un juez tutelar típico es el mejor amigo del niño, por lo tanto ni defensa necesita, pues su defensor es el propio juez. Pensamiento tutelarista, 2 primeros tercios del siglo XX, origen anglosajón. Gestado en la segunda mitad del siglo XIX. Avance frente al retribucionismo penal crudo, pero a mitad de camino respecto de derechos del niño. En cambio, lo que el comité nos dice es que, aún en intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales, y voy a leer el párrafo 26, debe velarse porque se respete plenamente y protejan los derechos humanos de los niños y las garantías legales, y cite el artículo 43b al que me he referido. Este es el parágrafo 26.
Y fíjense ustedes, estaríamos ya con 2 repeticiones del comité. Viejo maestro de grado diría, está repitiendo. No, está redundando, está remachando, decimos nosotros, afirmando sobreabundantemente. Tan es así que cuando habla de garantías en procesos extrajudiciales, remite al punto D, que son las garantías en el proceso judicial, en el propio título. Tercera reiteración. Cuando en el punto 27 habla de otras formas de justicia restitutiva, recuerden ustedes que justicia reparatriz, justicia restaurativa, justicia restitutiva, justicia integradora, son nombres, sinónimos o aproximaciones con matices a este mismo concepto de una justicia que no se basa en la pena y el proceso, sino en otro tipo de solución. Un modo de justicia que es no hacer, sino hacer de otro modo y con otros efectores, con otros protagonistas, con otros resultados. Cuando en el punto 27 habla de otras formas, y entre ellas la justicia, otras formas de justicia restitutiva, vuelve a reiterar, y creo que sería la 4ª vez, por lo que respecta al pleno respeto de los derechos humanos y las garantías legales, el comité se remite a las partes correspondientes del artículo 40 de la Convención y hace hincapié en lo siguiente. Y aquí aparece una enumeración de garantías, muchísimas gracias, una enumeración de garantías propias de la respuesta no procesal. Con lo cual podemos sostener, con texto básico en la mano, que las garantías no son solamente las del proceso judicial de responsabilidad penal, sino las de toda intervención. La primera es la de autoría. No puede intervenirse sin elementos mínimos, básicos, que acrediten la autoría. La remisión de causa solo deberá utilizarse cuando se disponga de pruebas fehacientes de que el niño ha cometido el delito de que se le acusa. ¿Esto implica que hay que abrir a prueba como en el proceso? No, hay que tener elementos que acrediten autorías, que ha admitido libre y responsablemente su responsabilidad. Responsabilidad penal, esto es entregar confeso. Yo soy defensor, yo no entrego confeso a mi defendido. No. La admisión de responsabilidad es la admisión de responsabilidad personal, concreta, no es la confesión judicial. Que esa admisión sea libre, sin presiones, que debe haber dado libre y voluntariamente su consentimiento por escrito a la remisión y sobre todo que esa admisión no puede ser tomada en fases ulteriores del proceso. Es lo que lo diferencia de la confesión judicial. El segundo paquete de garantías específicas es que las facultades de remisión deben ser regladas, deben ser claras y previas a la consideración del caso. No es un hago lo que quiero por parte de una autoridad social, policial, ministerio público, juez. Tiene que saber las consecuencias la propia parte interesada y también, por supuesto, las víctimas. El tercer grupo es lo que refiere al asesoramiento jurídico. ¿Pero cómo? ¿Por qué va a tener asesoramiento si nadie lo está acusando? El asesoramiento y la defensa llegará en la audiencia judicial. No es lo que nos está diciendo la Convención, y menos el intérprete de la Convención, que es el comité. El asesoramiento jurídico es necesario aún antes de que exista apertura de proceso, porque es una garantía esencial de la dignidad de la persona y no la respuesta a la acusación fiscal. Y el cuarto grupo de garantías específicas que el comité coloca es el carácter definitivo de la remisión. La remisión no es una oferta condicionada.
porque es una decisión del todo social respecto a utilizar otro tipo de solución en este caso. Por lo tanto, no existe esa especie de coacción de que si no va bien la mediación, entonces a proceso y a condena. El carácter definitivo de la remisión, que es el quinto grupo, lo dice: la remisión efectiva de un niño deberá suponer el cierre definitivo del caso. Y tras ello aparecen todas las garantías en el marco de los procesos judiciales, que el minuto que me queda me permite dejarlo a la consideración de ustedes porque es de mera lectura, es lo que más conocemos, la totalidad de las garantías de debido proceso, que son las mismas de los adultos más las propias del niño, porque la autonomía del derecho juvenil nace fundamentalmente de la existencia de un principio general propio que no existe en el resto del derecho, que es el interés superior de los niños. La lucha del siglo XXI será volver a plantear la autonomía de nuestro derecho. Autonomía por principios propios, por normas propias, por métodos propios, por efectores propios especializados. Hacia eso tenemos que avanzar desde mi punto de vista. Y termino diciéndoles que en todo congreso, en todo debate, podemos conformarnos con 1, 2, 3 o 2 más 2 es 4 y estaremos todos de acuerdo. Podemos, como hombres sabios de nuestra disciplina, avanzar a 1, 2, 3, 4 y 5. O podremos, con la imaginación, con la expectativa y con la grandeza del niño, multiplicar hasta el infinito las posibilidades de los derechos de los niños. Muchísimas gracias. I'm not sure I like this role of being the police person, but I guess that's how the children must be feeling when we keep putting times on them. Can I now call upon Dr. Jean Martin? He has been the President and Dean of the Juvenile Justice Court of the Canton of Valais, Switzerland, a lecturer at the University of Fribourg. He is also the founder of the International Institute for Children in Sion in Switzerland and has initiated and launched the Master's Course on Children's Rights. He is, as I have known him, the former chairperson of the Committee on the Rights of the Child, and he's also a very good friend of mine. He will be speaking to us on the content and methodology of initial and ongoing training of relevant actors in strengthening the system on juvenile justice. Dr. St. Martin. Madame la Présidente, chers collègues de l'assistance et je voulais dire chers frères et sœurs du panel, parce que depuis de nombreuses années on se retrouve souvent non seulement dans des congrès, dans des séminaires et dans des formations. La Présidente nous a affublé du qualificatif de gourou, je pense que c'est un peu excessif. Et c'est peut-être dû à la longévité de nos interventions, puisqu'il y a depuis une trentaine d'années que nous sommes actifs dans ce domaine. Donc pour nous, c'est évidemment un événement particulier que celui de se retrouver à Genève avec autant de participants, autant de délégations gouvernementales qui donnent un ton particulier à ce congrès relativement à d'autres. Vous avez vu que j'ai pris la place de mon amie Renate Winter, qui était la troisième intervenante. C'est pour rebondir exactement dans le discours de notre ami Attilio, pour lier les choses, puisqu'il a expliqué si bien la nature différente de la justice juvénile, de l'action d'un enfant auteur ou de la souffrance d'un enfant victime ou du témoignage d'un enfant qui postule des interventions de nature différente et pour lesquelles il va falloir évidemment des
formations différentes. Et c'est le sujet relativement bref et, j'espère, relativement concret de mon intervention. Donc, la légitimité de ces formations repose sur les obligations des États, non seulement de sensibiliser les personnes aux problèmes, aux questions liées aux droits de l'enfant, ici, dans une matière particulière qui est la justice juvénile, mais plus que de sensibiliser, de former. Et ça découle, évidemment, des obligations qu'ont contractées les 195 États. Il y en a 195 aujourd'hui. La Somalie a passé à l'acte, donc il n'y en a plus qu'un qui ne l'a pas ratifié, mais on a entendu qu'il s'en inspirait abondamment, il s'en est inspiré également pour la peine capitale qu'il pratiquait. Donc on peut dire que c'est une obligation universelle. Attilio a également mentionné l'observation générale numéro 10. Je reviens et j'insiste sur l'importance de cette observation générale numéro 10 parce qu'elle fait la synthèse de toutes les normes internationales. Elle est donc fondamentale et si le comité a redit et a répété dans cette observation un certain nombre de choses, il dit aussi au paragraphe 97 que vous pouvez lire que la formation de tous les professionnels, je souligne tous les professionnels, est extrêmement importante, pertinente dans leur pratique quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut que les pratiques soient inspirées de la formation. Le comité, dans ses observations finales qu'il fait aux États qui présentent leur rapport, la Suisse vient de présenter son rapport et recevra ses observations finales la semaine prochaine. De mon expérience, aucun pays, aucun État qui a présenté son rapport n'a reçu aucune, je dis les choses plus simplement, tous les pays ont reçu des recommandations sur les questions de la justice juvénile et la Suisse va en recevoir la semaine prochaine, notamment la question de l'âge évoquée par M. Stadelman tout à l'heure fera, j'imagine, l'objet d'une observation puisque la Suisse est en dessous du standard minimum, mais il y en aura probablement d'autres. Donc, dans toutes les observations finales, les États sont repris sur la question de la justice juvénile et vous pouvez lire toutes les observations générales, finales adressées aux États et vous verrez que dans le 90%, vous avez une mention de la nécessité de mettre sur pied les formations. Pourquoi? Eh bien, parce que la formation est le maillon manquant dans l'intervention des professionnels. Et évidemment, je rebondis totalement sur ce qu'a dit notre ami Attilio, la question de la justice juvénile est une question spécifique qui touche l'enfant auteur, qui touche, qu'on appelle en conflit avec la loi ou qui est en contact avec la loi, victime ou témoin. Donc d'abord c'est un enfant. Ensuite, dans une situation très particulière en relation avec un domaine encore plus particulier, la justice. L'enfant et la justice, c'est deux choses qui, en principe, vont pas tellement bien ensemble. D'ailleurs, il y a un très petit nombre d'enfants qui sont en conflit ou en contact avec la loi par rapport au grand nombre d'enfants qui sont dans le système éducatif, dans le système de protection, etc. Donc, il faut d'abord savoir ce qu'est un enfant lorsqu'il commet un délit et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand il est victime, quand il souffre de la violation de ses droits, soit par un père, soit par un adulte. Donc, cette justice ou cette intervention judiciaire vise des objectifs particuliers, se base sur une procédure particulière. On a vu qu'en Suisse, on a établi, il y a peu de temps, mais on a établi un code de procédure, une loi de procédure particulière qui reprend les grandes garanties formulées par les standards internationaux
et qui propose des réponses spécifiques basées sur toujours cette idée, la sanction et le soin ou la sanction, ou comment combiner les deux. Donc, ces grandes spécificités doivent être enseignées. On ne va pas dans l'intervention judiciaire juvénile comme on entre dans l'intervention pénale ordinaire ou celle des adultes. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de former, et je souligne ici tous les professionnels de la chaîne pénale. On a souvent vu des formations pour des magistrats. Les magistrats doivent être formés parce que c'est eux qui jugent. Oui, bien sûr. Mais le magistrat tout seul, il ne fait pas grand-chose dans l'intervention pénale juvénile. Il faut former tous les professionnels de la chaîne de l'intervention, évidemment, à commencer par le policier, par le procureur, par le travailleur social, par le juge, par l'agent pénitentiaire, mais aussi les privés qui vont intervenir, parce qu'il y a des privés qui vont intervenir, il y a des avocats qui ne sont pas des agents publics, il y a des psychologues ou des psychiatres, et il y a, on l'a vu, aussi des institutions qui sont des institutions privées. Dans les formations traditionnelles des écoles de magistrature ou des hautes écoles, on forme en silo. On ne forme pas ensemble. On continue à former par profession. À mon avis, un des standards absolus est d'apprendre à travailler ensemble. Dès lors, il faut une formation adaptée à cette justice particulière pour ces agents particuliers et qui réunissent, et c'est un des grands défis, tous les acteurs. Et évidemment, on dit toujours, c'est difficile, on ne va pas pouvoir mettre ensemble des gens qui n'ont pas le même niveau de formation, parce qu'il y a des juristes, il y a des psychologues, il y a des gens qui connaissent mieux le travail social. Eh bien, c'est tout à fait possible, et c'est, à mon avis, une des valeurs ajoutées qu'on peut apporter dans une formation adaptée. Et évidemment, il faut que la formation puisse à la fois s'intéresser à l'acte, qui est le prétexte de l'intervention. Sans acte, pas d'intervention judiciaire, ou une intervention différente, mais au-delà de l'acte, ce qui va être le plus important, ou en tout cas aussi important que l'acte, est l'examen des circonstances personnelles. Comment est-ce qu'on peut établir, comment est-ce qu'on peut juger, comment est-ce qu'on peut décider, comment on peut apporter une réponse dans un système pénal juvénile si on ne s'intéresse pas à la personne de l'auteur ou la personne de la victime. Ce qui, évidemment, postule, revenons à la responsabilité progressive, revenons aux questions du développement de l'enfant, revenons à l'article 5 de la Convention, qu'on oublie toujours, celui sur les capacités évolutives, c'est-à-dire l'autonomisation progressive de l'enfant dans l'exercice de ses droits. Et tout ça, il faut évidemment l'enseigner, et la question de la double proportionnalité de l'intervention de la justice pénale vis-à-vis de l'acte, proportionnalité connue, et la proportionnalité relative à la personnalité sont les fondements de ces formations. Quels sont les objectifs et les caractéristiques de ces formations? Alors, je répète, mais comme on sait, la répétition est la mère de la pédagogie. Travaillons ensemble et apprenons à travailler ensemble. Regroupons tous les acteurs dans les mêmes formations. Évidemment, on peut avoir dans un module de formation ou dans plusieurs modules de formation des temps où les
magistrats peuvent être ensemble ou les avocats peuvent être ensemble, mais ce qui est vraiment important, c'est de bénéficier des connaissances des uns et des autres, et pour chacun de savoir qui est l'autre, ce qu'il fait et à quel moment et comment il peut intervenir. C'est ça qui est très important, et c'est cette approche interdisciplinaire qui nous paraît être le poids, je dirais, le plus important à donner dans des formations. Évidemment, on va devoir aller un petit peu plus en détail dans la connaissance des standards internationaux, des standards régionaux, des standards nationaux, pour voir quels sont l'impact de ces standards sur les pratiques quotidiennes, dans l'idée que le système que l'on pratique, que l'on soit en Suisse, que l'on soit en Bulgarie, que l'on soit en Algérie, peut-être que le système a besoin d'être réformé parce que dans un grand nombre de pays, on continue à travailler non pas sur les causes, mais sur la stigmatisation des symptômes. Et vous savez très bien que c'est les symptômes que les médias ou que les politiques, généralement, reprennent pour favoriser des questions ou pour traiter des questions de sécurité publique. Et malheureusement, car rien n'est jamais acquis, pour revenir vers des systèmes plus durs, plus répressifs, plus rétributifs. On est dans un perpétuel mouvement entre des mouvements prêts à s'occuper des causes et à soigner l'intérêt de l'enfant, et des mouvements qui retournent vers la sécurité publique. La formation est, à mon avis, un agent du changement. Ce nouveau paradigme, il y a plusieurs paradigmes, on a parlé de plusieurs paradigmes ici, mais le nouveau paradigme qui est de considérer l'enfant comme, même quand il commet des délits, comme un être particulier, titulaire de droits, qui a besoin de protection, mais qui, en même temps, jouit de tous les droits. Principe de non-discrimination, je répète. On ne peut pas traiter un enfant plus mal qu'un adulte. Ce nouveau paradigme doit intervenir et, à mon avis, est, via les formations, un agent du changement. Donc, dans les formations, on ne peut pas seulement faire du descriptif. On ne peut pas seulement faire du transfert de connaissances, on doit susciter un esprit critique et on doit viser la réforme pour que les standards internationaux, qui, on les connaît, on en a parlé des standards internationaux depuis lundi, on parle des standards internationaux, tout le monde les connaît, c'est pas ça qui nous pose un problème. Ce qui nous pose un problème, c'est le transfert concret et pratique des standards internationaux dans les pratiques quotidiennes de tous les professionnels qui doivent apprendre à travailler ensemble, coordonner l'intervention et collaborer. Alors, évidemment, les formations, comme tout mouvement, se heurtent à un certain nombre de défis. C'est évidemment, si on change nos mentalités, on se heurte à une résistance naturelle qui est la résistance à tout changement. Ce qui est évidemment un problème quand on met des gens ensemble, c'est de sélectionner des gens qui sont prêts à entrer dans la démarche. Et j'aimerais terminer par dire que ce qui nous paraît important, puisque dans les formations, on peut en général pas former tous les policiers, tous les magistrats, tous les procureurs d'une région, d'un pays, c'est que ceux qui sont formés deviennent des formateurs et que ceux-ci reçoivent les outils qui puissent leur être utiles et que l'on puisse évidemment aider ces
formateur. Je termine en disant, investissons dans la formation. Je pense que du point de vue de la protection sociale, du point de vue de la sécurité publique et du point de vue de l'économie, au pays des banques, investir dans la formation est un très bon investissement. Je termine simplement en vous donnant une petite information. L'Institut international des droits de l'enfant, que tout le monde, ou presque tout le monde, connaît pour avoir fréquenté ces cours, ces séminaires pour être venu à Sion, pour avoir suivi des formations, développe non seulement des formations en justice juvénile, mais également d'autres formations en Suisse et dans le monde. Et une information pour nos amis de l'Afrique de l'Ouest, nous avions un projet au Burkina Faso que nous avons dû, pour des raisons indépendantes de notre volonté, abandonner. Nous allons très prochainement ouvrir un certificat en protection et droits de l'enfant, non plus au Burkina, mais au Sénégal. C'est une nouvelle en primeur pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Excusez-moi, Madame la Présidente, je vous ai volé 1 minute et 30 secondes. Thank you, Jean. If you people are tweeting, then there are 2 very important tweets that you can send out from Jean's speech. One is, repetition is the mother of pedagogy. And what we are all trying to do is a constant oscillation between public safety and best interest of the child. I think these are 2 very important sort of tweets that you can send out. And Jean, we have a living example of how a policeman can turn into a trainer, and Chris Avaris, who's somewhere here from Australia, who used to be a policeman and now is an evangelical policeman trainer. So, I think training can change a lot of things in our system. Now, may I call upon Justice Renate Winter. She is an expert in juvenile justice, women's rights and family law. Justice Winter began her judicial career in 1981 at the Vienna Youth Court, where she handled issues of drug addiction and mental disability. Among the many positions that she has held since then is the judge of the Special Court for Sierra Leone and the international judge in Kosovo. She is currently a member of the UN Committee on the Rights of the Child, and she is one of the most vociferous juvenile justice advocates that we have in the world today. She's ready to take up a fight with anyone, anytime. The floor is yours. I just would say I am the third of the oldies in the system of juvenile justice. 2 of them have been speaking already. I am, as I said, the third one, and if I may say so, the oldest one. So I do not have the feeling that I am back with friends, but I rather have the feeling that I am back with family. Okay. Marta has given us yesterday a complete overview on alternatives, and I have no intention whatsoever to complete anything that has been completed already. I just would like to remind us that we have to speak about alternatives in 3 settings. The first one being before trial, my part today, the second one being during trial, and the third one being after trial. And all these possibilities we have to deal with and we have to use when we speak about juvenile justice. Now, I am a judge, as has been mentioned, which means I am not a politician and I am not an academic. And this means that I have to solve the problems of those in front of me. Not so much to discuss them a little bit, not so much to split hairs a little bit, but to solve practically the problems. And I am going to be rather practical. And being rather practical, I'm not going to discuss about what is diversion. Diversion, the extrajudicial solution. I just would like to tell you what is diversion very practically. This is diversion. Finding a way out, another way. No?
everyone knows diversion in the system of our traffic. And why can we not use exactly the same system in the system of justice? Let's take a very, very small example. Because we speak, once again, about diversion, going the other way. And going the other way means, in the justice system, extra justice, something different, extra from formal justice, extra from informal justice, and extra also from religious justice. It is another way. And if I speak about another way, then I have also to speak about who is the one dealing with extra justice, extrajudicial measures like diversion. We have several possibilities in the context and in the different countries of our globe. The first one to be dealing with the child, as we have heard already yesterday, is the police. Can police deal with extrajudicial solutions? Indeed, police can, but under two conditions. First, that the police is very well trained, and second, that the police is not corrupt. I'm sorry to speak maybe a little bit direct. I am rather known for speaking directly and being very undiplomatic, so I apologize from the very beginning. As I said, do we have a very well-trained police? Like, for instance, we have heard yesterday from Switzerland and from New Zealand. Do we have that in our countries? Do we have a police that is really not corrupt, as the police is in those two countries? And do we have a system where the Minister of Interior is a minister among others and not the minister who has to control each and everyone and each and everything? If we have these conditions, then police can start already with extrajudicial solutions, as has been told yesterday. In most of the countries where we have diversion, it is the prosecution dealing with it, because as I said, extrajudicial means it will not reach the justice system as such. We are not going to trial. And if I want to have that, I have to have somebody to control it, and this somebody is the prosecution. Again, if the prosecution has, first of all, the power, there has to be a law, as Marta said yesterday. Without any law, a prosecutor is not going to act at all. He is not allowed to do so, and he will not do so, because no prosecutor likes to break the law. Neither would a judge act, because also a judge is not supposed to break the law. So we have to have a law, first of all. And then we have to have a prosecutor who is specialized, again, in juvenile justice and in dealing with children and in understanding the reaction and the needs of children, and not going to punishment. And we have to have the same possibility for a judge, because there can be cases where the prosecutor and the judge would not be of the same opinion. And if we want to show that it is not a prosecutor running a country, it's not a prosecutor running the justice system, then we have to have in the law the same possibilities for the judge if the prosecutor is not doing what the prosecutor should do. And this is one of the signs of a real child-centered democratic system, to give those possibilities to all partners in the justice system. And the third partner being the defense. The defense always has to have the possibility to ask for diversion mechanisms. So then we have the three pillars where a system has to rest on. I'm giving, as I said, I am practical. I'm giving a practical example. A child at school breaks a chair because the child was furious. I have several possibilities to react.
First possibility is I'm going to punish the child. Fine. Would that repair the chair? No. Would the chair react? No. Would the child do something other than standing there and being furious? No. The child has broken the chair because the child was furious. So the problem of the child is how to manage anger. So what can I do to assist the child to manage anger? I could say, okay, listen, I can punish you, I'm not going to do so. Either you pay me another chair, you cannot because you don't have money, and all of us, we know, the children in front of the justice system most of the time are not the rich ones. No? So most of the time the children could not pay for the chair. Maybe the parents could, but the parents have not broken the chair. And it is a principle of justice that I can punish, if I have to punish, only those who have done something wrong. And the parents, again, have not broken the chair. So, I can then give you the option. You have two options. Either you repair the chair, or you sit on the floor. And I do not think that there is one child in the world who would not understand the message. Because this is a very direct message, no? And the child may answer and say, okay, but I do not know how to repair the chair. And then the answer also is logical, no? Then you have to learn it. And this is the way now to say, okay, if you learn how to repair this chair, if you do repair this chair, you're not going to have so much time to break the chair another time. And as I said before, the problem that this child has is anger management. So my solution will be to say, okay, we have to see how you can have your anger controlled. That would be an appropriate answer. And do I need punishment then? Do I need the whole system? Do I have to kill a sparrow with a cannon? Why do I have to go through the system if I can, in the very beginning, already solve the problem and keep the child out of the system? We have countries where the system works very well. We have countries where the system is just starting to work. But in each and every country where this system works, the success has been measurable. There are a few countries where it is very difficult, and this is always the same type of countries all over the world. And this is where you have not so well worked, not, how do I say it politely, where you have a combination of the power of the state and the power of religion. When this comes together, then we are in the middle of philosophical discussions and not very much interested in solving a problem of a child, practically, once again. Because we have to think always about what we want. Do I want to say it is the right, a crime, an offense, is an attack against the law? Or would I rather like to say it is an attack against the person? Would I like to say because the law has been attacked, the state has the right to punish because there is guilt? Or would I rather like to say it was an attack on a person and therefore the child is responsible for, as has been mentioned already by Attilio, is responsible for doing good what he has done wrong, and they do not need the mention of guilt at all anymore. This is why I brought religion now in the discussion, because guilt most of the time is rather a religious term. If we do not speak about guilt, but rather about responsibility, then we do have the possibility to really interest us on the needs of the child and to react. Crime against the law, guilt, punishment. Crime against the person, responsibility,
restoration. These are the two systems we have to choose, and these are the two systems we have to find. We will find in each and every country more or less, but especially we will have alternatives in regard to diversion in countries with long traditions of alternatives. And I personally have been in quite a lot of countries, but I have never been in a country where there is no tradition whatsoever for alternatives, and especially for dealing with issues yourself in a positive way. We go back in our youth, in our childhood. We have been at the neighbor's garden, stealing the neighbor's fruit, a story that is to be found in each and every country. So what is the parent doing? You take the child, you give back the fruit, you go to apologize, and you ask the neighbor if you can do something for the neighbor. No? That would a normal parent do. Why is the justice system not allowed to do a normal, intelligent thing? This is what diversion is about. And we will have, at the end of it, the balance, the system of justice, the balance. So a child has done something wrong. The child is doing something positive. The balance is rescued. We have to be proportionate to the circumstances, proportionate to the child, proportionate to the facts, and proportionate to the goals we want to pursue. And the justice system cannot do that. The justice system can give a judgment, but the justice system cannot give a solution that is not a judgment or an order. And if I want to be proportionate and adapted to what I said, circumstances, child, facts and goals, I need assistance, because the justice system cannot run after the child and and see about the environment of the child and find out what police has to find out and have the assistance of the social worker. A juvenile judge, as I always say, without a system around and additional people like, as I said, social worker, probation officer, trained police, trained prosecutor, is like a fish without water. He cannot work. And Jean has given us a very good answer in this regard. Juvenile justice and diversion is negotiated. It's a negotiated justice. I have to go and I have to discuss and I have to find out and I have to give a solution that is appropriate to the child. And if I do that, and if I go for a diversion mechanism, then I have our triangle. The victim and the family of the victim, the offender and the family of the offender, and the community, they have to live together. And very often when you start with diversion mechanisms in a country, the officials and most of the time the politicians are going to tell you, we cannot do that because the population wants us to be tough. And you will see if you speak with the victim will tell you, hang them. And it is not true. It is not true. It is a minority of people in a country who would not understand that it is better to give the child the possibility to restore than to hang the child, to be very drastic. It is a small minority, and this small minority very often is represented by the media. In all countries where we have the media on our side, on the side of those who want to go the other way, it works. Because then it is the media who start to discuss. And therefore, in the whole procedure of training, we should not forget the media. What kind of possibilities do we have to be very practical? How many minutes do I still have? 5? Good. What do we have? First of all, we have we have a huge list
of possibilities. And we have two ways of dealing with the possibility legally. Either we trust our judges and prosecutors, and and the law lets the hands free and says, in a given framework, the judge, the prosecutor is free to find a solution, such as, or if we do not trust our judges and prosecutors, then we can say, if a crime is to a certain level, then possibility 1, 2, 3, 4 is possible to choose upon. I would always opt for the first solution because usually trained judges and trained prosecutors are no idiots. And they are capable to really deal with the child if they have the time and are allowed to do so. And then there is no possibility in no law all over the world to really keep track of each and every possible situation a child might be in. So it is by far better to keep a framework in the law, and within the framework leave the hands of the judge free. What possibilities do we have? We have, if a child needs some good example, we have the brother-sister system, big brother, big sister. No, I have somebody, because I have not a good example, then maybe somebody of the community is going to be a good example. We have a use contract between a judge or the prosecutor and the child, where the child, him or herself, signs what the child is going and willing to do. And they do not have to send the child to a prison in pretrial detention because the child, out of his or her free will come to the court because she has signed, and not the parents. We have community homes, maybe, and community places where we can deal with children in a group. A child in a group cannot be taken out of the group and be sentenced for something that the child has done because it is in a group and because he has to fight for the place in the group. If I want to do something sensible, then I have to deal with the whole group. And I have to find a way, and justice in a justice system cannot find the way. Extrajudicial systems will find the way to deal with a group. And we have, as I said, a whole list of things that have been tried and where good practices have been found in quite a lot of countries. Just take it and choose what is appropriate in your own country. But what we have to do, all of us, once again, is to train each and every one dealing with children to work in the same system and not to work against each other. We have to have the training, as has been said. We have to have meetings between those who are trained. We have to establish institutions that are open, where people can meet, and where we can maybe give some ideas, incentives, and control and structures to children. And we have to really create the networks. If I need a social worker, I take the telephone and call. And I'm not going through an administration, a huge administration which makes my life complicated. No? And the same goes for the prosecutor. The prosecutor has a very good idea. Why is the prosecutor not allowed to take the telephone and say, okay, I need a probation officer because I do not need anything else, just only to have a person for this child? Create networks. It is difficult to sell diversion measures, but at the end, the costs are by far less. And as this century is a financial century, our best friend will be the Minister of Finance. Thank you. I have always aspired for Martha's diplomacy and Renata's directness, and yet being able to speak up exactly how they do. Just to summarize, there are some questions that remain because since we don't open up the floor, I'm just going to speak up on your behalf. There are some questions that remain that you might need to take back from this session.
In Switzerland, institutions are run by private partners. A question remains for many of us, does that lead to abdication of state responsibility in some countries, if we were to follow the same method? How do we strengthen institutions for ensuring that the child's right to be heard is institutionalized? Do we need lawyers? Or can there be a system where children can speak for themselves? The importance of General Comment 10 has been emphasized, and I think I would re-emphasize it because we have been able to successfully use it in litigation in the Supreme Court of India. Should there be a separate, dedicated cadre of judges and police is a very important question that keeps confronting us. Many policemen would not want to be children's policemen. They want to be in the law and order. But how do we therefore ensure that there is a cadre of policemen who are trained and can move into the juvenile justice system and out of it, as do the judges? How do we balance public security and justice for the victim as well as the perpetrator was one another growing theme that was running through. How do we ensure extra justice, as Renate said, in all forms of justice? And finally, money and resources. How do we ensure that the political commitments turn into financial commitments? And I add to that, critical to strengthening institutions, in my experience, is opening up of institutions. They're too closed, they're too secure, they do not allow anyone in. Thank you. We shall meet at 11 o'clock after tea break. Enjoy your tea.